La déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité lors de la clôture de la 6e conférence internationale de Tokyo au Kenya. Nous reviendrons sur les 2 jours de discussion dans quelques minutes. Le 12 septembre prochain, les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Le ministère de l'Éducation nationale l'a confirmé. Nous en parlerons dans ce journal. Au Gabon, l'opposant Jean Ping s'est proclamé aujourd'hui vainqueur de l'élection présidentielle devant la presse et ses partisans. À Libreville, les résultats officiels, eux, doivent être annoncés mardi prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Le chef de l'État a regagné Abidjan ce soir même après 3 semaines d'absence et après avoir participé aussi à la 6e TICAD à Nairobi au Kenya. Le président Ouattara a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Daniel Kablan-Duncan n'était pas seul. Les 2 médaillés ivoiriens des Jeux olympiques de Rio, Cissé Cheikh, Salah Junior et Gbagbi Ruth, étaient aussi présents à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir Alassane Ouattara. Ils ont été félicités par le président Ouattara et son épouse. Alassane Ouattara les recevra officiellement dans les prochains jours. Sachez que le rideau est tombé aujourd'hui sur la 6e conférence internationale de Tokyo au Kenya. Il y a eu des discussions pendant 2 jours. À la fin des 2 jours, la déclaration de Nairobi a été adoptée à l'unanimité et un programme de mise en œuvre aussi. Abiba Dambélé, Saoui. Que retenir de cette 6e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, si ce n'est que le Japon ait décidé de continuer d'impulser le développement du continent grâce à un financement de 15 000 milliards de francs CFA sur une période allant de 2016 à 2018, un continent auquel il croit. Le Japon est donc déterminé, avec l'aide des institutions internationales, des bailleurs de fonds et du secteur privé, à apporter une réponse appropriée aux questions de développement en Afrique grâce à 3 axes prioritaires. Le premier étant de promouvoir une transformation économique structurelle par la diversification économique et l'industrialisation. Le second étant d'améliorer un système de santé résilient en Afrique pour une meilleure qualité de vie et enfin promouvoir la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Pour y arriver, il est bon de savoir que le lien que la TICAD a tissé avec l'Afrique depuis 1993 ne se limite pas seulement aux relations intergouvernementales. La TICAD a toujours encouragé les initiatives privées et le commerce. Le président de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, a fait adopter la déclaration de Nairobi par ses pairs et par toute l'assistance avant d'annoncer un programme de mise en œuvre efficace avec des mécanismes de suivi intégrés. L'hôte officiel de la 6e TICAD, le président kenyan Uhuru Kenyatta, a indiqué qu'avec ses 6 000 participants, cette conférence a connu un franc succès. Il a félicité le Premier ministre du Japon. Pour lui, un gouvernement qui cherche à être un partenaire au lieu d'être un ami professionnel mérite que cette relation soit consolidée et développée. Le président Alassane Ouattara a à son tour félicité le Premier ministre, le peuple et le gouvernement japonais avant de prendre congé de ses hôtes kenyans pour un retour en Côte d'Ivoire ce dimanche soir. Son départ a eu lieu de l'aéroport international Jomo Kenyatta du nom du premier président du Kenya moderne. Le chef de l'État a échangé avec le Premier ministre de l'île Maurice en marge de la conférence internationale de Tokyo au Kenya, Alassane Ouattara, qui a aussi rencontré les premiers responsables de l'agence japonaise de coopération qui s'occupe de la gestion de 300 projets dans une quarantaine de pays africains. Ces projets concernent les secteurs de l'eau, de l'agriculture, de l'éducation, pour ne citer que cela. Dans 2 semaines, les élèves vont reprendre les cours, c'est-à-dire le 12 septembre prochain. Le coordonnateur général de l'inspection générale du ministère de l'Éducation nationale était sur le plateau du magazine du dimanche pour en parler. Pas seulement, il a aussi évoqué les questions liées aux sanctions, aux grossesses en milieu scolaire et bien entendu aux sanctions qui seront prises à l'encontre de leurs auteurs. Écoutons Ibrahim Makorouma. La prochaine rentrée scolaire, c'est pour quand? Le 12 septembre. Je répète encore le 12 septembre
Parce qu'il y a des personnes qui font croire que la rentrée scolaire est le 19 septembre. Il n'en est rien. C'est bel et bien le 12 septembre. Alors on me dit souvent, mais écoutez, la fête de la Tabaski va être là, mais si la fête de la Tabaski est le 12, mais ce sera le 13. Voilà. Nous tenons vraiment au respect des dates de rentrée scolaire parce que, j'ai dit tout à l'heure, ça joue énormément sur l'apprentissage. Il nous faut 990 heures de cours d'apprentissage et c'est la norme UNESCO. C'est parce que nous respectons cela jusque-là que vous voyez les résultats s'améliorer. Donc nous tenons au respect de ces quantum horaires. Très très rapidement, M. Kourma, une question qui nous préoccupe, les grossesses en milieu scolaire. Rapidement. Oui. Bon, les grossesses en milieu scolaire, 2017, oui. C'est même, ça fait partie du cheval de bataille de Mme la ministre et même de tout le gouvernement d'ailleurs. Et là, il faut reconnaître qu'il y a une nette amélioration. Parce que nous étions partis en 2012, 13, à 13, à près de 4000 et quelques grossesses. Aujourd'hui, il y a une réduction de ces grossesses. Il y a à peu près 3700 et quelques grossesses. Cette année, il y a des stagiaires qui sont partis en mission pour donner des cours dans un collège. Et il y a 2 qui sont permis de mettre 2 jeunes filles en grossesse. Mais ils viennent d'être radiés, ils sont 5 ans de prison. Parce que nous disons, nous n'avons pas le droit, nous à qui on a confié des enfants, de poser ce genre d'actes. Plusieurs voyageurs revenant de l'intérieur du pays ont tendance à acheter les produits vivriers aux abords de la route, à l'entrée ou à la sortie des villages. Vous le savez bien, on l'a déjà fait plusieurs fois. Des produits vivriers qui ont la réputation d'être non seulement plus frais, mais beaucoup moins chers qu'en ville. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Ces denrées coûtent bien plus cher qu'à Abidjan et les personnes qui se laissent prendre à ce jeu du frais et du bas prix sont très souvent les hommes qui ne s'y connaissent pas. Perpétuellement, Sephora Zegui et Adam Kone nous éclairent là-dessus. Nous sommes à Nzianois, à 130 km au nord-est d'Abidjan. Cet espace est fréquemment animé par ces vendeuses de produits vivriers. À la criée, elles vantent les qualités de leurs marchandises aux passagers. Généralement, les acheteurs de ces produits vivriers veulent leur ramener un souvenir de voyage. Mais en plus, ils espèrent faire une bonne affaire, surtout en zone rurale. C'est un race campagne, les femmes viennent au village. C'est pourquoi on vient payer ici pour partir à Abidjan. Elle m'a donné le tas de 5 à 2 000 francs. Abidjan, c'est un peu plus cher. Donc moi sincèrement, je préfère les acheter ici. La qualité est bonne, très bon. Je suis en train de manger même, je mangeais deux même. La qualité est très bonne, c'est propre. Le prix, on sait que c'est pratiquement pareil, mais même souvent, on peut trouver plus cher, mais le prix ne compte pas. C'est pour amener quelque chose pour que les gens soient contents là-bas. Direction Abidjan, marché d'Abobo, même spectacle. Les produits vivriers sont déchargés, les commerçantes discutent les prix. Je peux te laisser à 3 000 €. Non. C'est pas bon. Non, ça ne marche pas. Le travail de bus, c'est très difficile. Constat, les prix ne varient pas des marchés de la campagne à la ville. Ils sont pratiquement les mêmes selon cette commerçante grossiste du marché d'Abobo. Quand on voyage, quand on descend pour acheter, là-bas, on trouve que c'est un peu moins cher. Mais quand on arrive à Abidjan, on trouve que les prix sur Abidjan et à l'intérieur, les prix d'Abidjan sont encore moins chers qu'à l'intérieur. Contrairement à ce que l'on peut penser, l'achat de voyage n'est pas toujours bénéfique. Révélation, des commerçantes grossistes de route viennent se ravitailler à Abidjan pour certains produits comme la tomate et l'oignon. Les femmes qui vendent sur les routes viennent prendre avec nous pour aller revendre. Mais avec nous sommes les grossistes. Avec nous, elles s'en sortent un peu plus. Ils font beaucoup de transport pour arriver. Donc pour elles, ça peut être plus cher que pour nous. En réalité, les commerçantes jouent sur la psychologie du voyageur qui pense que les marchandises du marché de route sont toujours moins chères que celles de la ville. Un marketing qui tient encore la route. Parlons des produits de rente, le binôme café-cacao, bien entendu, la principale locomotive de la croissance économique en Côte d'Ivoire. Pour optimiser la production du café et du cacao,
Il faut que les sols soient fertiles, les vergers renouvelés, sans oublier de lutter contre une chose, les maladies qui ravagent les plantations. Aussi, le Conseil Café-Cacao, le CNRA, la NADER et le FIRCA conjuguent leurs forces pour mener la caféiculture et la cacaoculture vers la durabilité tout en améliorant les conditions de vie et de travail des producteurs. Eugène Atoubé s'est penché sur la question de la durabilité du secteur du café et du cacao en Côte d'Ivoire. La ville d'Ara, dans la région du Moronou, un jour de grande animation. Nous sommes au mois d'octobre, au plus fort de la campagne Café-Cacao 2015-2016. Dans les locaux de cette entreprise coopérative, les producteurs sont venus livrer leur cacao récolté dans leurs champs. Ils attendent maintenant de recevoir l'argent de la vente de leur production. Cette campagne Café-Cacao 2015-2016, selon les producteurs, s'est déroulée sur des accents de joie. On est tous contents. Parce que le prix, nous, on ne s'attendait pas à ça. Et Dieu merci, le gouvernement a augmenté pour nous. Sincèrement, ça nous a beaucoup plu. Donc le groupe Café Cacao nous a beaucoup arrangé. Cette année, vers chez nous, par exemple, le Conseil Café Cacao a arrangé nos routes. Dans toutes les zones de production en Côte d'Ivoire, le Conseil du café et du cacao veille à lever les barrières et les obstacles qui jonchent le champ de la production de café et de cacao, dans la perspective de l'amélioration des conditions de vie des paysans. Un travail gigantesque pour lequel le Conseil du café et du cacao a signé avec le FIRCA, un partenariat dans le cadre d'un contrat plan. Ce contrat plan a pour objectif justement de contribuer au développement durable de la culture du caféier et du cacaoyer en vue de la sécurisation du revenu des producteurs. Nous faisons des réunions de sensibilisation, d'information. Nous intervenons avec les radios locales pour bien sûr porter l'information au plus grand nombre. Nous avons aussi donc les outils de formation que sont les chaînes écoles paysans, les passés de démonstration, les unités de démonstration, sur lesquelles bien sûr nous invitons d'ailleurs les producteurs à venir parce que c'est un peu l'école de formation des producteurs. Depuis la réforme en 2011 de la filière café-cacao jusqu'à ce jour, de nombreuses actions sont menées en faveur de la cacaoculture et de la caféiculture, ainsi qu'au bénéfice des producteurs. Des actions qui intègrent le contrat plan 2013-2016 et qui ont donné les résultats suivants. 48 zones ANADER impliquées, 450 conseillers agricoles mobilisés, 60 techniciens spécialisés mis à contribution. En outre, 505 000 producteurs ont été formés et à leur disposition 51 000 unités de démonstration. Nous servons de relais sur le terrain pour pouvoir sensibiliser les planteurs, les producteurs. Autre acquis, les projets de recherche, dont ceux relatifs à la valorisation des spécificités de café made in Côte d'Ivoire et la lutte contre la maladie du Scholenschut. Le Conseil du café-cacao lutte efficacement contre cette maladie. Pour cela, il y a un programme. Et ce programme consiste à déclarer sa parcelle atteinte par cette maladie aux agents du Conseil et de la NADER. Nous allons envoyer une équipe d'arrachage formée par le Conseil du café-cacao qui vont détruire cette parcelle. Nous n'abandonnons pas le producteur, nous l'aidons à réaliser une nouvelle plantation. Tout producteur donc, qui découvre des signes ou des symptômes de cette maladie dans son champ, il est prié de contacter l'ANADER, qui est l'agence qui a été formée pour pouvoir confirmer la présence de la maladie dans le champ. Et quand la cacaoyère est arrachée, que les producteurs n'aient pas peur de la maladie du Scholenschut, puisque la recherche a travaillé non seulement à identifier tous les vecteurs de la maladie, mais aussi à développer des variétés de cacaoyers qui présentent une tolérance à la maladie. Toutes les activités qui intègrent le contrat plan de la période 2013-2016 vont se poursuivre au titre du deuxième avenant, signé le 4 août de cette année et pour lequel 5 milliards 900 millions de francs CFA ont été mobilisés. Le FIRCA, qui en assure la maîtrise d'ouvrage délégué, a la charge de relever le défi de conduire la caféiculture et la cacaoculture vers la durabilité. En politique, le débat sur le référendum bat son plan. Le conseiller technique du président chargé de la jeunesse et des sports en a aussi parlé à la tribune des jeunes du RDR. Pour lui, les choses sont bien claires. Soutenir l'initiative de la révision de la Constitution. Michel Degré nous explique la position de Mamadou Touré.
Donc le chef de l'État a entamé une démarche sérieuse. Il a... Mamadou Touré et les militants de la jeunesse du RDR se sont parlé et se sont compris. C'est du moins ce qui ressort des 3 heures de débat qui ont permis aux conseillers techniques du président de la République d'étayer la vision du chef de l'État sur le référendum constitutionnel. Lorsqu'un pays a traversé une crise sans précédent comme la Côte d'Ivoire, avec 3000 morts, liés même aux controverses contenues dans notre constitution, on ne peut pas venir dire qu'il n'y a pas d'urgence à modifier cette constitution. Le président de la République est en train de poser les bases de la Côte d'Ivoire de demain et il faut que les militants du RDR soient les premiers soutiens du chef de l'État. Donc je suis heureux de repartir avec l'engagement de ces militants qui ont décidé de s'engager aussi dans la campagne référendaire et faire en sorte que la nouvelle constitution soit votée à une écrasante majorité. La question qui fâche, celle relative à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et un revenu dans les échanges. Les jeunes ont posé le problème d'emploi, mais qui est un problème qui touche tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons fait part des actions menées par le chef de l'État pour apporter des réponses. À côté de ce que le président fait, les cadres que nous sommes, allons nous mobiliser pour essayer d'apporter chacun à son niveau des réponses aux préoccupations des militants. À l'écoute des militants est une plateforme de discussion mise en place par le Bureau exécutif national du Rassemblement des jeunes républicains. Un rendez-vous d'échange entre la base et les cadres du parti. Le collectif des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara parle aussi du référendum. Ce collectif a initié une caravane de sensibilisation pour une adhésion massive des populations au référendum. Ces artistes vont sillonner 40 villes. Kader Sogodogo. Le collectif des artistes pour la victoire d'Alassane Ouattara, CAV ADO, sera en campagne de sensibilisation pour un oui massif des Ivoiriens au référendum constitutionnel d'octobre 2016. Du 2 septembre au 22 octobre, ce sont au total 40 villes du pays qui vont accueillir la caravane du CAV ADO. 200 artistes sont mobilisés pour la circonstance et c'est Boisflé qui a accueilli le lancement de cette caravane. Nous avons déjà eu 2 scrutins référendaires, en 1960 par Félix Houphouët-Boigny et en 2000 dans le régime exceptionnel militaire avec Robert Gueye. Mais cette fois-ci, tout ce qui est conflit dans notre constitution sera épuré purement et simplement pour passer du régime législatif à un régime purement présidentiel. Ils sont plus de 200 artistes, mais par ville, nous ne pouvons en retenir qu'une vingtaine. Le lancement de cette caravane a été rendu possible grâce au président du Conseil économique et social, Charles Dibi Kofi, qui a reçu les organisateurs et certains artistes au lendemain du spectacle de Boisflé. Le président du Conseil économique et social les a invités à prôner des messages de paix et de cohésion sociale durant la tournée. Une conférence sur la gestion du pouvoir d'État et de justice sociale en Côte d'Ivoire s'est tenue ici même à Abidjan. Cette conférence a été initiée par le Front citoyen pour le renouveau pour dénoncer et inciter les populations à prendre leur destin en main. Cherté de la vie, chômage, insécurité, injustice, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer le quotidien des Ivoiriens, les problèmes demeurent, selon le Front citoyen pour le renouveau de la Côte d'Ivoire, le FCR. Au cours d'une de ses déclarations ce jeudi, le parti politique apporte sa recette pour un bien-être des Ivoiriens. Après avoir critiqué, nous proposons aux Ivoiriens de renaître à travers notre programme qu'on appelle le renouveau. L'Ivoirien doit changer sa manière de regarder l'autre, sa manière de penser positif, ne pas céder à la violence ni au désespoir. Croire que l'Ivoirien qu'il est, il peut rêver comme les Américains ont rêvé. Le Front citoyen pour le renouveau FCR ne veut pas s'arrêter à cette simple déclaration. Elle entend participer au jeu politique en mettant en avant les valeurs humaines. Cette formation politique existe depuis 2010. Elle a pour objectif conquérir démocratiquement le pouvoir d'État. Les populations de Brokro, village situé à quelques kilomètres seulement de la ville de Bouaké dans le centre du pays, n'auront bientôt plus de terre pour cultiver leurs produits vivriers. En cause,
La ville de Bouaké est en train de phagocyter ce village. Des maisons sont même construites sur ces terres arabes. Si rien n'est fait, ces villageois vont tout perdre. Ils se sont réunis pour en parler. Soro Corona. Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire, connaît cette dernière décennie une urbanisation galopante. Cette avancée n'est pas sans conséquence pour les villages environnants. Leurs terres sont cédées pour les nouveaux lotissements. Un état de fait qui réduit considérablement les terres cultivables. Le village de Broukro n'échappe pas à cette triste réalité. Le village est entièrement phagocyté par la ville de Bouaké. La pratique de l'agriculture à Broukro village n'est plus possible. Les populations sont obligées de parcourir de longues distances pour avoir de l'espace pour leur culture. Cette question a fait l'objet d'une rencontre. Les populations demandent l'appui du gouvernement afin de trouver une solution à cette réelle préoccupation. Le village est englouti, toutes les terres sont loties. Et pour faire une petite parcelle d'igname, de maïs, de vivriers, c'est difficile. Elle souhaiterait que l'État lui vienne en aide par des dons pour les femmes, les machines agricoles, pour les broyeuses de manioc, les décortiqueuses de maïs, pour que les femmes soient occupées. La mutuelle de développement de Broukro Village a mis à profit cette journée dédiée au développement pour installer son 7e chef. Nana Assouma Broudeux a été intronisé dans la pure tradition baoulée. Le nouveau chef de Broukro Village a été invité à appeler ses filles et fils au rassemblement. Comme au Broukro Village, plusieurs localités situées aux alentours des grandes agglomérations du pays subissent les conséquences de l'urbanisation. Tanti Oussou est décédée hier en fin d'après-midi. L'artiste, chanteuse et ex-présidente du conseil d'administration du Burida était malade depuis plusieurs mois. Issaïo et Herman Niamien se sont rendus au domicile de la défunte. On la savait malade depuis un moment. La maladie a fini par avoir raison d'elle. L'artiste Tanti Oussou, la soixantaine révolue, est décédé samedi en fin d'après-midi dans une clinique à Cocody. Ce dimanche, à son domicile familial à Angré, l'atmosphère est lourde. Visage crispé et pleurs traduisent la profonde douleur des membres de la famille et des nombreuses connaissances. Ça nous fait tellement mal au cœur. Parce que nous, ces enfants, nous ne savons même plus où mettre notre tête. Nous ne savons même plus où partir. Adieu, maman. Adieu. L'ex-présidente du conseil d'administration du Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, s'était distinguée dans le monde des artistes par son altruisme. Une générosité que les artistes n'oublieront pas de sitôt. C'est une mère qui est gentille, qui est adorable, qui aime ses enfants, qui aime tout le monde. Il y a plein d'artistes que notre maman a produits. Donc ce que je peux dire, c'est de prier l'Éternel qu'il donne un bon coin à notre maman, qu'elle puisse se reposer. Je rentre en studio. C'est Tanti Oussou qui m'a soutenu financièrement pour que je fasse le studio. Pour faire la vidéo, elle m'a soutenu. Cette dame, elle est tout pour les artistes. Avec cette mort de maman Tanti Oussou, c'est la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Ces dernières années, effectivement, elle était éprouvée par la maladie. Nous profitons de l'occasion également pour faire véritablement un clin d'œil à l'humanisme de son excellence le président de la République à travers le ministre des Affaires présidentielles, Brahima Ouattara, qui systématiquement, dès qu'ils ont appris qu'elle était malade, ont intervenu. Avec ce décès, le monde des arts et de la culture est une nouvelle fois éprouvé. Les artistes prévoient organiser un grand concert d'hommage à Tanti Oussou avant son inhumation. Un mot de religion avec l'Union féminine de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire qui veut contribuer à la valorisation de la gente féminine par le travail. Elle a donc organisé un culte d'action de grâce aujourd'hui au temple Ebenezer d'Abia Koumassi sur le thème « Femme, lève-toi et agis ». Aurélia Drokula, Doigt des Lasers. Procession, prière. Les femmes de l'église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire
rendent hommage à Dieu Tout-Puissant pour sa grâce en leur faveur. Un culte d'action de grâce est initié chaque année pour témoigner cette reconnaissance des bienfaits du Créateur. Venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, elles ont manifesté le désir d'être à l'image d'Esther, une femme battante et dévouée. Selon le révérend pasteur Jonas Yed Adou, le thème de la célébration « Femme protestante méthodiste, lève-toi et agis » est une invitation à cultiver le sens du travail. Esther a lutté pour la vie de ses concitoyens, que les femmes soient à l'image d'Esther, c'est-à-dire celles-là même qui luttent pour la sauvegarde et pour la vie de ses concitoyens. Donc les femmes ne doivent pas rester les bras croisés, elles doivent faire quelque chose pour que l'Église vive, pour que la nation vive. Vision que partage la marraine de la cérémonie, Marie-Josepha Digbe, qui exhorte les femmes protestantes méthodistes de Côte d'Ivoire à être des actrices de développement communautaire dans leurs différentes localités. Oui, femmes de l'EPMC, lèvons-nous et agissons pour l'avancement de l'œuvre de notre Seigneur, afin que nous soyons comblés de toute grâce, de bénédiction et de partage d'amour entre nous. Plusieurs dons et des enveloppes ont été offerts par le président de la République Alassane Ouattara des mains de sa représentante Cécile Yassé Païna. Un geste pour encourager les femmes de l'Union féminine de l'Église protestante méthodiste de Côte d'Ivoire, EPMC, dans leurs actions quotidiennes de lutte contre la pauvreté ainsi que dans leurs œuvres charismatiques. Les pèlerins ivoiriens sont allés prier à Médine, c'est vrai, mais ils aiment une chose, faire du shopping. Ils aiment aussi visiter des lieux saints. Mamadou Kouassi et Dramé Lamine les ont suivis. Depuis le 17 août dernier, la ville sainte de Médine enregistre au quotidien l'arrivée des délégations ivoiriennes pour participer au Hajj 2016, le 5e pilier de l'islam. Si le programme de ces fidèles musulmans ivoiriens est fait de prières et de visites des lieux saints, à savoir la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le cimetière Al-Baki où repose son épouse Aïcha et certains de ses compagnons, des lieux dont il est formellement interdit de filmer. Les Ivoiriens passent une bonne partie de leur temps dans le shopping. Ces pèlerins ivoiriens prennent d'assaut les boutiques situées aux alentours de leurs hôtels et de la mosquée sainte une fois la prière terminée. J'ai accompagné la vieille qui cherche un bijou qu'elle avait avant, qu'elle a égaré. On essaie de retrouver le même bijou. On appelle ça papillon. Donc je suis curieux de découvrir ce bijou. Demander les or plaqués pour pouvoir apporter à notre famille. Si le prix est abordable, on va prendre. Si ce n'est pas abordable, on va aller vers la Mecque pour pouvoir demander le prix là-bas, voir si on pourra pour faire des cadeaux à nos parents. Qu'est-ce que je recherche? Bon, comme on a laissé les enfants là-bas, c'est les petits cadeaux qu'on va leur envoyer. Bon, je suis venu, je regarde les tapis, pour acheter aussi pour les amis et les parents. Et comme je souhaite que tout le monde devienne musulman en fait. C'est pour ça. Donc je paye tapis pour mes amis et mes frères et tous ceux qui m'entourent qui sont musulmans. À côté de ces boutiques, les commerçantes ambulantes, ces jeunes filles venues de la Côte d'Ivoire et travaillant comme filles de ménage dans la ville sainte de Médine, avec ces jeunes dames, l'on trouve tout à moindre coût pour satisfaire les parents restés en Côte d'Ivoire. Sinon ici, on fait le ménage. C'est pendant le Hajj, on vient vendre un peu. On fait la nourriture, les habits, les chapelets, il y a plein de choses. J'ai vendu les chaussures avec les boubous arabes. Je suis là dans 10 semaines comme ça. Après, on va partir au Mecca. Non, l'argent de ici, là, c'est pas la même chose. En tout cas, ça nous plaît beaucoup. Mais quand on demande le prix, là, c'est trop cher pour nous. Mais quand on demande pardon, comme c'est nos sœurs, là, on nous diminue un peu. Donc, ce qui est ici, on a payé un peu pour aller donner à nos enfants, à nos camarades, à nos maris, tout ça, là. En tout cas, c'est pas cher en Riyad. En CFA, en tout cas, c'est cher. Mais en Riyad, c'est pas cher parce que l'argent est tombé. En CFA, c'est tombé ici, en tout cas. Machallah, c'est tombé. En Riyad, c'est pas cher. C'est pas cher. Quand on voit nos parents, parce que quand eux, ils sont pas là, on est triste. C'est aventure. En tout cas, on est triste, quoi. Mais quand eux, ils sont là, ça nous fait plaisir, la joie. Souvent, c'est pas parce que c'est tu, quoi. Mais le fait qu'on voit nos parents, ça nous fait plaisir. Avec tous ces articles, c'est sûr que tout le monde sera servi une fois au pays. Sachez que les pèlerins ivoiriens ont commencé à regagner la Mecque depuis hier.
Au Gabon, l'opposant Jean Ping s'est proclamé aujourd'hui devant la presse et ses partisans à Libreville vainqueur de l'élection présidentielle à un tour dans le pays dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi prochain. Jean Ping a promis de nouvelles déclarations après la proclamation officielle des résultats. Le camp de Ali Bongo revendique également la victoire. Le nouveau Premier ministre tunisien Youssef Chaeb et les membres de son gouvernement d'union nationale ont prêté serment hier lors d'une cérémonie au palais de Carthage. La nouvelle équipe gouvernementale prendra ses fonctions demain après une cérémonie de passation de pouvoir entre l'ex-premier ministre Habib Essid et son successeur selon l'Assemblée des représentants du peuple. Et puis au moins 35 civils ont été tués et plus de 70 ont été blessés dans des bombardements turcs dans le nord de la Syrie. Ankara y a lancé une opération visant à la fois djihadistes et forces kurdes. Il s'agit du bilan de morts le plus élevé depuis le début mercredi de l'opération bouclier de l'Euphrate visant à chasser le groupe État islamique de sa frontière et à stopper la progression des autonomistes kurdes. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.